Il y a 900 ans, la Chine était en proie à la tyrannie d'un démon nommé Chengdu. Sa puissance n'avait d'égal que sa cruauté et personne n'osait lui faire face. Jusqu'au jour où Lo Pei, un guerrier légendaire, réussit à extraire les pouvoirs de ce monstre avant de le sceller dans la pierre. Et pour être sûr que plus jamais il ne puisse revenir, le héros divisa la magie obscure et la mit dans 12 talismans, chacun portant le symbole d'un des 12 signes de l'astrologie chinoise. Puis il dispersa ces artefacts aux 4 coins du globe pour que personne ne puisse les retrouver. Grâce à lui, pendant très longtemps, le monde n'entendit plus parler de Chengdu. Mais depuis peu, sa statue a refait surface et elle est malheureusement tombée entre les mains d'un bandit avide de richesse. Cet homme est persuadé que le démon qui a autrefois ravagé la Chine pourra le couvrir de trésors. Alors, pour le faire renaître, il compte bien mettre la main sur les 12 talismans et rendre sa force passée à la créature démoniaque. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de les retrouver avant lui. Et celui qui va devoir se lancer dans cette quête périlleuse, c'est... Toute cette histoire nous conduit dans un château de la Bavière allemande. Ouais, je sais, on est loin de la Chine, mais vous allez comprendre. Là-bas, on fait la rencontre de Jackie Chan, un archéologue qui traverse le monde pour trouver des objets historiques et les rapporter dans un musée. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe jamais comme prévu, et il fait régulièrement face à des pièges ou à des personnes qui sont venues piller les différents sites. Heureusement, notre héros est un spécialiste du kung-fu, et parvient toujours à s'en sortir. Cette fois-ci, l'archéologue met la main sur un bouclier assez banal en apparence. Y a rien de choquant à trouver ça dans un château. D'ailleurs, Jackie n'est pas étonné non plus et s'en sert carrément comme luge pour éviter les pièges. Sauf que, visiblement, cet objet n'est peut-être pas totalement sans intérêt, car deux groupes observent notre protagoniste et semblent très intéressés par ce qu'il vient de trouver. Suivez-le. Suivez-le. Nous voilà maintenant dans une petite boutique d'antiquités à San Francisco, aux États-Unis. C'est ici que Jackie vit et s'entraîne au kung-fu. Mais il n'habite pas seul. Le magasin appartient à son vieil oncle. Et je précise, on ne connaît pas du tout son nom parce que tout le monde l'appelle comme ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un vieil aigri. Tu n'as pas encore fait le café ce matin. Tu sais que le café est la seule chose qui fasse encore battre mon vieux cœur. Après avoir obéi à cette espèce de dictateur, Jackie parvient à lui montrer le bouclier qu'il a trouvé. Dessus, il y a des inscriptions, et comme une sorte de pierre avec un dessin au centre. L'oncle accepte de faire des recherches sur ce que ça peut être, mais avant, il veut lui présenter quelqu'un. Je te présente Jade, ta nièce. Elle vivra ici avec toi pendant 1 an. D'accord. Quoi, j'ai une nièce? Ouais, là c'est une double surprise. Parce que déjà, personne n'a prévenu ou demandé l'avis de Jackie, et surtout, il ne savait même pas qu'il avait une nièce. En plus, d'après ce que le vieux lui dit, elle est ici car ses parents pensent que c'est un bon moyen pour la redresser. Ils la trouvent beaucoup trop turbulente et nulle à l'école. Et... bon, sur ce dernier point, on peut pas leur donner tort. Dis-nous comment s'appelle la capitale de l'Italie. Pizza? Malheureusement, la petite famille n'a vraiment pas le temps de faire les présentations, parce qu'un groupe de 3 mecs chelous débarque. Et évidemment, s'ils sont là, c'est pour le bouclier. Notre archéologue sent qu'il y a quelque chose de bizarre, alors il dit simplement qu'il ne l'a plus, en espérant que la bande le laisse tranquille. Mais c'est tout le contraire qui arrive. Les types le menacent de faire du mal à sa famille s'il ne leur apporte pas l'objet demain à la même heure. Ouais, enfin là vous menacez quelqu'un qui esquive des pièges Maya toutes les semaines, donc comment vous dire que c'est peut-être pas la meilleure des idées de lui foutre un coup de pression. Jackie n'hésite pas une seconde et les prend en filature pour savoir qui ils sont et pourquoi ils s'intéressent autant à ce bouclier. Sauf que... Les 3 gars le prennent pas très bien de s'être fait suivre et démolir leur bagnole. Alors, un combat éclate. Heureusement, notre héros a de la ressource et parvient à fuir de l'autre côté d'un grand grillage. Et c'est là qu'on comprend que cette bande n'est pas du tout à son coup d'essai. Putain, mais ils y tiennent vraiment à leur bouclier. Je sais pas comment Jackie va pouvoir se battre contre 3 gangsters qui ont des sabres laser. Hein? Tu te fous de nous avec tes essuie-glaces? Eh bah, même pas. Avec, il arrive à casser la gueule de ses adversaires sans aucune difficulté, tellement que les types sont obligés de prendre la fuite. Jade, qui a suivi son oncle et vu toute la scène, est vraiment impressionnée, mais elle n'a pas vraiment le temps de lui parler. Jade! Quand Jackie reprend connaissance, il est dans une camionnette où des mecs l'observent. Ouais, il y a vraiment une ambiance chelou. Sauf que visiblement, notre héros connaît l'une des personnes qui l'ont kidnappé. Et même plutôt bien, parce que lui, c'est Black, un ancien ami d'école de notre protagoniste. Ok, mais c'est quel genre de pote qui te balance inconscient à l'arrière d'un van? Et bah, c'est celui qui est chef d'une organisation gouvernementale secrète, et qui veut t'emmener à sa base sans que tu puisses voir la route pour des raisons de confidentialité. Je dois appeler un taxi, tu permets? Jackie! Non.
Ici, c'est la section 13, où de nombreux agents traquent en secret des groupes mafieux. Et justement, Black parle à Jackie d'une organisation criminelle mondiale, la Main Noire. C'est elle qui en a après lui. À sa tête, il y a l'une des personnes les plus recherchées de la planète, Valmont. Depuis peu, ce bandit s'est mis à s'intéresser à des œuvres d'art antiques, mais personne ne sait pourquoi. Alors, pour enquêter, la section 13 a besoin de quelqu'un qui connaît ces objets. Ils ont besoin d'un archéologue. Mais notre spécialiste du kung-fu a à peine le temps d'étudier la proposition que Jade débarque en moto, persuadé que quelqu'un veut faire du mal à son oncle. De manière générale, faut vous y faire. C'est une gamine qui ne reste jamais tranquillement en place. Et ça, même quand on lui dit d'attendre sagement à la boutique d'antiquités. Évidemment, des agents finissent par l'attraper, mais ils sont assez étonnés. Parce que Jade a beau être jeune et vraiment pas douée en cours, elle est quand même super intelligente et très maligne, suffisamment pour avoir déjoué tout leur système de sécurité. Et pendant qu'elle explique comment elle a fait, Jackie reçoit un coup de fil du vieil oncle qui pense avoir compris quelque chose au sujet du bouclier. Mais... Le bouclier. Mon oncle. La Main Noire ne veut vraiment pas lâcher l'affaire. Par contre, ils n'ont visiblement pas trouvé le bouclier dans la boutique. Et c'est normal, parce que le vieux a eu le temps de le planquer. Heureusement, Jackie sait où il est et le prend avant de se rendre sur le lieu du rendez-vous. Là-bas, il rencontre Toru, un sumo très costaud. Clairement, s'il y a un combat en 1 contre 1, ça risque d'être difficile de le battre. Mais notre maître du kung-fu a une idée. Faire diversion. Pourquoi? Parce que Jade est là aussi, et grâce à ça, elle a le temps de libérer l'oncle sans que personne ne la voie. C'est alors qu'une armée de ninjas débarque. Ça, c'était clairement pas dans le plan. Puis, je sais pas, ils ont l'air bizarres. C'est comme si ces guerriers n'étaient pas vivants, mais créés à partir des ombres. D'ailleurs, Jackie a beaucoup de mal à se battre contre eux. Si bien que Toru arrive finalement à récupérer le bouclier. Puis, les ninjas disparaissent. Au moins, tout le monde va bien. Et le vieux peut enfin expliquer ce qu'il a déchiffré sur l'artefact. Il dit que ce n'est pas du tout l'objet qui est important, mais seulement ce qui est au centre. Il s'agit d'un des 12 talismans de Shendu, celui du coq. Il en existe donc 11 autres, et c'est pour les retrouver que la Main Noire parcourt le monde en pillant des reliques antiques. Et désormais, cette organisation criminelle en a un. Ou peut-être pas. Alors? Je ne suis pas la sagesse même? Je sais pas comment, mais elle a réussi à le récupérer. En même temps, je vous avais dit qu'elle était maline. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, notre petite famille vient de se mettre à dos un adversaire très puissant. Imaginez que le trésor que je vous ai promis en récompense soit aussi vide que ce bouclier. La statue de Shendu est donc entre les mains de Valmont. Et visiblement, même si ce démon ne peut plus bouger, il lui reste encore quelques pouvoirs. Parce que l'armée de ninjas des ombres, c'est lui qui l'a créée. Face à une telle menace, il faut se tenir prêt. Surtout que Jackie a finalement accepté le poste que lui proposait la section 13. Évidemment, Jade a aussi envie d'être de la partie, et elle aimerait bien que son oncle lui apprenne les bases du kung-fu, pour l'aider dans sa quête de retrouver les talismans. Mais notre héros n'est pas trop chaud. Lui, il aimerait bien qu'elle reste tranquillement à la boutique d'antiquité, et qu'elle aille à l'école comme tout le monde. Sauf que, comme je vous l'ai dit, elle n'en fait qu'à sa tête. Là, par exemple, elle fout tellement le bordel dans un resto chinois qu'elle finit par manger le talisman du coq sans faire exprès. Ça a le goût de poulet. C'est là qu'on découvre que cet objet donne à celui qui le possède le pouvoir de faire léviter des objets, et même de voler soi-même. D'ailleurs, cette faculté va permettre à Jade de repousser une nouvelle fois le gang des méchants. Enfin, c'est aussi en grande partie grâce à Jackie qui a utilisé des poissons comme nunchaku pour défoncer les gangsters. Va expliquer à ton patron que tu as pris une branlée par un type qui se bat avec des morues. Ah, et au passage, petite pensée pour la personne qui va devoir aller récupérer le talisman que Jade a bouffé. Quelques jours plus tard, le secteur 13 en localise un second dans une pyramide mexicaine. Mais étrangement, il n'est plus là. Est-ce que la Main Noire a réussi à passer avant eux? Pas vraiment. Parce qu'après avoir mené l'enquête, notre équipe apprend qu'un catcheur local du nom de El Toro Fuerte est réputé pour être invincible. Et quand on regarde bien les affiches placardées dans toute la ville avec sa tête dessus, on se rend compte qu'il y a une raison pour que ce mec ait une aussi grande série de victoires. Il a le talisman du bœuf. Alors n'écoutant que son courage, Jackie décide de monter sur le ring pour essayer de le reprendre. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Uno, dos, tres. Le talisman du bœuf octroie à son porteur une force hors norme, alors notre petit archéologue n'avait aucune chance. Mais ça n'empêche pas la Main Noire, qui elle aussi est sur place et qui a tout vu, de tenter sa chance. Voici Toru. Toru, voici Toro. Toru, Toru. Toru.
Une fois les présentations faites, sans surprise, Toro défonce Toru sans difficulté. Sauf que dans l'affrontement, il a un petit moment d'inattention et les mafieux en profitent pour lui retirer son masque. Notre catcheur n'a donc plus aucun pouvoir. Et pour ne rien arranger, la main noire arrive même à capturer Jackie. Alors Toro et Jade décident de s'allier. Pendant que la montagne de muscles se bat contre Toru, la fille Chan en profite pour discrètement récupérer le talisman et déchirer tous ses adversaires avec. Finalement, notre catcheur mexicain comprend que cet artefact doit être mis en lieu sûr. Puis il ne veut plus se battre en trichant. Désormais, s'il gagne, il veut que ce soit grâce à sa propre force. Plus tard, c'est l'artefact du serpent que notre équipe trouve dans un temple en Amazonie. Sauf qu'il est gardé par un serpent géant. Mais ce n'est pas ça le pire, car Jackie se rend compte qu'un archéologue qui l'a suivi dans cette aventure a profité de la confusion du combat contre le reptile pour lui voler le talisman. Et non, ce type ne fait pas partie d'une organisation criminelle, il fait juste ça pour la thune et la gloire. Heureusement, une fois rentré, notre bande apprend que le mec a essayé de revendre sa trouvaille dans un magasin d'antiquités, mais qu'il s'est fait choper par la police. Maintenant, le talisman est en lieu sûr dans un musée. Puis vous savez comme moi que c'est le genre d'endroit hyper sécurisé, impossible à cambrioler. Jackie n'a pas confiance non plus, et il décide d'aller lui-même récupérer le talisman en douce une fois la nuit tombée. Sauf que visiblement, c'est soirée porte ouverte, parce qu'une autre personne a réussi à s'introduire dans le musée pour dérober un bijou. Et le pire, c'est qu'ils arrivent tous les deux à ressortir avec ce qu'ils étaient venus chercher. Jackie a juste le temps de demander son nom à la femme avant qu'elle ne prenne la fuite. Elle dit s'appeler la Vipère. Mais problème, dans la confusion du braquage, ils ont échangé leur butin. Et la voleuse se rend très vite compte que le truc qu'elle a récupéré donne la capacité de devenir invisible. Puis comme si ça ne suffisait pas, notre protagoniste se fait en plus arrêter par la police à cause de son braquage. Pendant sa détention, c'est Jade qui garde le bijou, parce qu'elle a une idée derrière la tête. Elle a convaincu la Vipère d'utiliser le talisman pour libérer son oncle. Et en échange de ce service, elle accepte de lui échanger la pierre précieuse contre l'artefact du serpent. Sauf que pour la faire courte, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Déjà, la voleuse a essayé d'arnaquer tout le monde avec un faux talisman. Et en plus, la main noire débarque. Un combat commence et se poursuit sur des sortes de ballons de carnaval géants. L'artefact finit par tomber entre les orteils de la statue de la liberté qui disparaît. Enfin, elle est juste invisible à cause du pouvoir du serpent, mais tout le monde pense qu'elle a été volée. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Jade a réussi à piquer le bijou à Vipère pour le rendre aux forces de police et blanchir son oncle. Bon, maintenant, faut juste expliquer aux flics où est passé un monument de presque 100 mètres de haut et récupérer le talisman. Mais avec l'appui de la section 13, c'est vite fait. Après ça, les missions aux quatre coins du monde se succèdent. Les Chan trouvent d'autres symboles du zodiaque comme celui de la chèvre dans un train à destination d'Istanbul et qui permet d'obtenir le pouvoir de la projection astrale. En gros, tu quittes ton corps pour devenir une sorte de fantôme. D'ailleurs, la main noire profite d'une ouverture pendant laquelle Jade utilise cette faculté pour lui voler le talisman et le filer à Chengdu. De cette manière, le démon peut l'utiliser pour se faufiler dans le corps de la fille Chan pour prendre sa place. Mais il est vite repéré et maîtrisé. Est-ce que c'est faible, une fille? D'ailleurs, c'est le vieil oncle qui fait une incantation pour dégager le Chengdu du corps de sa petite nièce. Parce que je voulais peut-être pas préciser avant, mais ce mec est un magicien. Et il gère aussi plutôt bien en kung fu. Mais ça, ce n'est pas surprenant quand on sait que c'est lui qui a entraîné son neveu. Bref, sinon notre petite famille trouve aussi le talisman du lièvre sur le dos d'une tortue de Galapagos. Celui-ci donne la capacité d'aller super vite. Mais il a aussi une seconde faculté. Un jour, une des expériences du secteur 13 libère un laser qui touche de plein fouet l'artefact antique. Ce qui permet à Jade de remonter le temps jusqu'en 1976. Là-bas, elle rencontre Jackie quand il était enfant, mais aussi son vieil oncle avec quelques années de moins, sans oublier Valmont, qui à cette époque venait tout juste de quitter l'Angleterre avec ses parents pour s'installer aux États-Unis. Mais retour au présent et à notre quête des talismans parce qu'un nouveau vient justement d'être trouvé. Il se trouve dans un volcan à Hawaï, et c'est celui du dragon. Surprenamment, pour une fois, c'est les méchants qui les récupèrent. Valmont libère alors le pouvoir de l'objet, celui de la combustion. Et il a vraiment un flow avec. Évidemment, le mafieux s'en sert pour faire des trucs de méchants, genre cambrioler des banques. Ce qui ne plaît pas à Chengdu qui en a besoin pour renaître. Alors, il envoie son armée de ninjas le récupérer. Les Chan ont donc 5 talismans et le démon un seul. Mais c'est déjà beaucoup trop. Alors, pour éviter que son compteur n'augmente, Jackie se débrouille pour récupérer celui du rat, qui permet de donner vie à des objets inanimés. Et aussi celui du cheval, qui était dans un monastère en Himalaya et qui a le pouvoir de guérir. Ce qui leur en fait désormais 7. Et en réalité, le 8e arrive pas loin derrière. L'équipe le récupère dans un moulin des Pays-Bas. C'est celui du chien qui confère l'invulnérabilité. En gros, t'es immortel tant que tu le gardes avec toi. Ouais, rien que ça. Le truc, c'est que chez la main noire, on commence à en avoir assez de ces défaites à répétition. Tellement que Toru, qui est jugé inefficace, est remplacé par un type qui s'appelle Hakufu. Et ouais, bon, il est assez particulier. L'aigle se pose sur la montagne et le gorille t'envoie une noix de coco.
Ok, t'es efficace, mais qui t'oblige à parler comme ça, sérieux? Le premier affrontement entre cette nouvelle recrue et Jackie a lieu dans une horloge en Allemagne. Et il faut dire que Hakfu est surprenant, il parvient carrément à exploser notre héros. C'est donc lui qui met la main sur le talisman du cochon, qui permet de lancer des rayons laser avec ses yeux. Mais grâce à un énorme coup de chance, Fu se fait assommer par l'horloge, laissant les Chan récupérer leur 9e talisman. Et peu de temps plus tard, ils en obtiennent un 10e, dans un temple sous-marin de Micronésie. C'est celui du singe qui permet de transformer quelqu'un ou soi-même en un animal de son choix. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul signe du zodiaque dans la nature, le tigre. Bon, je sais pas trop comment vous dire ça, mais il est au Texas, dans une tarte. Franchement, je sais pas trop non plus ce qu'elle fout là, mais ok. Ce talisman a un pouvoir assez étrange, parce qu'il permet de séparer son yin de son yang, ce qui nous donne deux versions de soi-même, une bonne et peureuse, ainsi qu'une mauvaise et rebelle. Et le premier à en faire les frais, c'est Jackie. Regardez-moi la gueule de ce cliché du méchant. D'ailleurs, cette partie de notre héros ne tarde pas à se faire capturer par la main noire. Et ben, il s'entend super bien avec ses ravisseurs. Il est exactement dans les mêmes délires qu'eux. Alors, Valmont a une idée. Il lui propose de faire une alliance. Ça me va, mon pote. Evil Jackie retourne alors dans le secteur 13 et dérobe tous les talismans sans que personne ne se méfie de quoi que ce soit. Le seul qui lui fait face, c'est sa seconde moitié qui brave sa timidité pour l'affronter. Mais pendant qu'ils se battent, Toru débarque et kidnappe Jade qui était sur les lieux, tout en emportant avec lui les talismans. Les deux moitiés ne supportent pas qu'on puisse faire du mal à leur nièce. Alors elles acceptent de joindre leurs forces le temps de lui venir en aide. Salut. Tu te débrouilles plutôt pas mal pour une petite mauviette. Il faut dire qu'on fait une super équipe. C'est follement gay. Malheureusement, ils arrivent trop tard. Valmont place les 12 talismans sur la statue, ce qui fait refusionner les deux Jackie, mais surtout... Shendu semble inarrêtable, et son premier réflexe, c'est pas de remercier Valmont avec le trésor qu'il lui a promis, mais plutôt de lui dire qu'il ne lui donnera rien. En même temps, tu t'attendais à quoi venant d'un démon? Pour faire face à ce monstre, Toru, qui n'est finalement pas vraiment un sale type, décide d'aider les Chan en leur disant tout ce qu'il sait sur cette créature. C'est là que la famille apprend l'histoire autour de Shendu. Puis surtout, l'équipe comprend quels sont ses objectifs. Il veut récupérer son palais et ressusciter son armée de dragons pour asservir l'Asie tout entière. Nos héros se précipitent donc en Chine. Mais une fois sur place, ils ne peuvent qu'assister impuissants à l'apparition de la demeure du démon. Shendu s'y installe et commence à ouvrir le portail pour libérer ses troupes. Mais les Chan n'ont pas dit leur dernier mot, car le vieux a préparé une potion permettant de pénétrer la carapace du dragon et d'en retirer les talismans. Et ça marche super bien. Jackie arrive à en récupérer un premier, celui de la chèvre. Sauf qu'une projection astrale en plein combat, c'est pas très utile. Alors, il en prend un second, le dragon. Sauf que même ça ne fait rien à Shendu qui possède toujours le pouvoir d'invulnérabilité et celui de la guérison. Alors, notre maître du kung-fu en vole un autre, celui du singe. Mais le démon voit clair dans son jeu et lance une attaque dévastatrice qui met Jackie dans une très mauvaise position. Ça aurait pu être la fin, si Jade n'avait pas elle aussi pris de la potion pour venir aider son oncle. Elle retire alors les derniers talismans qui permettent à Shendu de vivre. Ils l'ont fait, les Chan ont gagné. Le palais du démon se met alors à tomber en ruine, obligeant nos héros à prendre la fuite en laissant les 12 artefacts derrière eux. Celui qui les récupère, c'est Valmont qui avait suivi Shendu pour essayer de lui dérober son trésor. Mais c'est loin d'être le plus gros problème, parce que le vieux explique que si on tue un démon, alors un plus cruel apparaîtra. Puis surtout, ça fait 1 an que leurs aventures ont commencé. Il est donc l'heure pour Jade de retourner chez ses parents. Ils sont tellement ravis qu'ils veulent bien que je reste 1 an de plus, Jackie. En plus de cette bonne nouvelle, l'équipe s'agrandit car Toru rejoint aussi le navire. D'ailleurs, il devient très pote avec la petite Chan. Et clairement, ces deux-là ne vont pas être de trop. Parce que, ok, je vous l'ai dit, Valmont a les talismans. Mais ne pensez pas qu'au moins on est débarrassé du gros dragon. Car en réalité, il est devenu un esprit et a rejoint ses frères et sœurs. D'autres démons sorciers qui ont été bannis par le passé. Pour faire simple, Lopei, c'est l'homme qui a scellé Shendu il y a 900 ans. Mais il y a aussi eu 7 autres créatures qui ont terrorisé le monde pendant l'Antiquité. Et elles maîtrisaient tout un élément ou un pouvoir spécifique. Heureusement, des guerriers légendaires les ont vaincus et envoyés en exil dans un univers parallèle. En gros, c'est ici que toutes les créatures ont terminé. Et l'ambiance au retour de Shendu n'est pas incroyable, parce qu'il avait fait un pacte avec ses frangins. Il devait les libérer. Sauf que lui, il a juste cherché à asseoir sa domination sur le monde sans jamais tenter de les sauver. Mais le dragon a une solution pour se rattraper. Comme il est devenu un esprit, il peut désormais squatter le corps de quelqu'un d'autre, genre un humain. Tout ce qu'il faut, c'est que les autres démons acceptent d'utiliser leur pouvoir pour le laisser retourner sur Terre. Alors, faute de mieux, ils acceptent. Et évidemment, Shendu a déjà une cible. Et l'humain que j'ai retenu pour incarner l'instrument de ma vengeance se nomme Jackie Chan.
Ouais, alors ça, c'est sur le papier, parce que dans les faits, il débarque dans notre monde en plein combat entre Jackie et la Main Noire. Et sans faire exprès, il fusionne avec Valmont. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais ces deux-là se détestent. Le dragon trouve que Valmont n'est vraiment pas doué, et le gangster est toujours en colère car il n'a pas eu le trésor que Shendu lui avait promis. Bref, c'est le bordel. Mais ils sont obligés de cohabiter dans le même corps, et de s'accorder sur les vêtements à porter. Enchanté. Elle est belle, votre robe. Elle vous va très bien. Pour faire face à cette nouvelle menace, Jade a une idée. Elle appelle El Toro et Viper, qui a arrêté ses activités de voleuse et qui s'est rangé. Tous ensemble, ils forment un petit groupe et vont même se trouver un nom, le Jackie Club. Ils se sont pas fait trop chier, mais écoutez, ils gèrent tellement qu'ils gagnent un premier combat et récupèrent tous les talismans. Sauf que pour le moment, Shendu s'en moque, car il a une idée derrière la tête. Il se rend dans un temple tibétain pour récupérer un artefact, la boîte Panku. À quoi elle sert? En fait, lorsque les 8 démons ont été vaincus, ils ont tous été scellés dans des portails différents. Et ce truc, c'est la clé qui les ouvre. D'ailleurs, elle sert aussi de GPS pour les retrouver. Avec cet objet en sa possession, Shendu a un énorme avantage, si bien qu'il déverrouille sans difficulté la porte de la montagne. Et là, c'est très compliqué pour nos héros de faire face. Heureusement, ils peuvent compter sur le vieil oncle parce qu'il connaît la formule qui a autrefois permis aux guerriers légendaires de piéger les démons sorciers. Il sait, par exemple, que pour celui-ci, il a besoin d'utiliser 2-3 ingrédients et un tambour. Et ça marche! En fait, c'est tellement efficace que le vieux prend même Toru comme disciple pour qu'il l'aide si jamais d'autres portails sont ouverts. Ce qui est d'ailleurs rapidement le cas avec celui du vent, qui est fermé avec un éventail. Puis celui de la terre, recellé avec une fleur, ou bien le tonnerre, maîtrisé grâce à des castagnettes. Pareil pour le démon céleste, vaincu avec une flûte. Par contre, faut qu'on m'explique comment sa porte a pu se retrouver dans des toilettes pour filles. Mais il y a encore plus con, genre une qui est dans l'espace, ce qui nous donne des combats en tenue d'astronaute dans le vide spatial. Enfin, c'est le bordel. Mais comme d'hab, ça finit bien. La créature est renvoyée dans son monde avec une fleur de lotus. Pour finir, c'est l'entité de l'eau qui est libérée et recapturée grâce à une gourde. Sauf que, malencontreusement, Jade, elle aussi, est aspirée. Elle est perdue dans cet enfer, en sachant qu'à tout moment, elle peut tomber sur les démons. Après, il y a bien un moyen pour sortir de là, parce que si vous avez suivi, il y a 8 portails. Et là, on n'en a vu que 7. Il en reste donc un, celui du feu, qui appartient à Shendu lui-même. Le problème, c'est qu'il ne peut être pris que par une seule personne avant de se refermer. Mais Jackie et le vieil oncle veulent quand même tenter le coup. Et ils ont une idée. Ils se rendent là où se trouve la dernière porte. Puis ils utilisent une épée, l'objet permettant de sceller Shendu, ce qui a pour conséquence d'ouvrir son portail. Pendant que le monstre est aspiré, à l'intérieur, tout le monde se bat pour savoir qui va avoir le droit d'être libre. Et la grande gagnante, c'est... Un qui passe, c'est la loi. Finalement, tous les démons sont de nouveau enfermés. Valmont récupère son corps et les Chan peuvent profiter d'un repos bien mérité, ce qui leur permet notamment de passer dire bonjour aux parents de Jade, parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle s'est barrée et visiblement jusque-là, il lui manquait pas trop. D'ailleurs, on apprend que ce sont des cousins de Jackie, donc la petite n'est pas vraiment sa nièce, mais là je m'attarde sur des détails. Sinon, on fait aussi la rencontre de la mère de Toru, une japonaise aussi aigrie que le vieil oncle avec qui elle ne s'entend pas du tout. Le maître va trouver un moyen pour que tu redeviennes visible. Pourquoi? Elle est plus plaisante à regarder comme ça. Et bien sûr, les Chan vivent quand même d'autres petites aventures secondaires, dont certaines assez intéressantes, comme la fois où la petite équipe découvre l'histoire de leurs ancêtres du Far West. On voit donc celui de Jackie, du vieux, celle de Jade, et il y a même Toru. Déjà à l'époque, ils se battaient tous ensemble contre un arrière-grand-père de Valmont. Et oui, il avait lui aussi trouvé la statue du démon dragon. Mais il y a aussi d'autres moments intéressants, genre la fois où Jade se fait un faux tatouage en décalquant la couverture d'un ancien livre qu'elle a piqué à Shendu. Manque de chance, c'est un symbole magique qui donne des pouvoirs mais corrompt celui qui le porte. La fillette devient alors une sorte d'entité démoniaque capable de maîtriser l'armée des ombres. Elle est plutôt stylée comme ça, mais ça ne va évidemment pas durer longtemps. Vous vous en doutez sûrement, mais pendant que nos héros vivent leurs petites aventures, il va aussi y avoir du mouvement chez les démons. Ils ne restent pas les bras croisés à rien faire. Déjà, ils en veulent tous à Shendu qui n'a pas su les sortir de là, même si dans les faits, il a techniquement réussi. Et c'est eux qui ne sont pas parvenus à vaincre Jackie et les autres. Mais ça, c'est que mon avis. Puis de toute façon, le dragon a une nouvelle idée pour se racheter. Utiliser le livre magique du début des temps. Un artefact si dangereux que même les démons n'osent pas s'en servir en temps normal. Et je sais pas, Shendu doit être convaincant, parce que les autres acceptent une nouvelle fois de lui faire confiance. Mais pour parvenir à ses fins, il doit d'abord posséder un humain. Et cette fois, il ne se loupe pas.
Dans un dernier élan, Jackie arrive à appeler sa famille pour leur dire que le monstre qui le contrôle veut aller en Australie. Alors toute l'équipe s'y rend et retrouve Shendu qui a ouvert un portail vers un monde étrange. Il a d'ailleurs mis la main sur le livre et veut écrire quelque chose dedans. Jade a tout juste le temps de se précipiter pour déchirer un bout de page. Mais ça n'empêche pas l'entité qui habite Jackie d'inscrire quelque chose dans le bouquin. Le livre du début des temps répertorie en fait toute l'histoire du monde depuis sa création. Et en y ajoutant ou en supprimant des choses, on change le cours du temps par la même occasion. Dans cette nouvelle réalité, Shendu est le maître de la Chine et tous les autres démons ont également un royaume. Jackie, lui, est devenu un esclave. Les sbires de Valmont sont des bouffons qui amusent le tyran. Et le vieil oncle est bibliothécaire du roi. Seule Jade a gardé la mémoire, elle se souvient de tout car elle a gardé avec elle le petit bout du livre qu'elle a déchiré. Dessus, il est écrit qu'elle a combattu le mal. Et par chance, cette information n'a pas été corrompue par les modifications qui ont été faites dans le bouquin. Parce que, elles ne sont plus directement dedans. La fille Chan a une idée pour sauver la situation. Il suffit de se rendre en Australie pour réécrire de nouveau l'histoire. Et elle va de nouveau pouvoir compter sur Jackie et le vieux qui sont prêts à lui venir en aide. Ok, ils n'ont plus le souvenir d'avoir déjà affronté les démons, mais leurs esprits combatifs sont encore là. Alors, première étape, récupérer les talismans qui sont entre les mains de Shendu. Parce que sans ça, ils vont juste mourir sur le premier monstre qu'ils vont rencontrer. Et Jade sait comment faire la formule qui permet de les extraire de la carapace du dragon. Elle a déjà vu son grand-oncle le faire et elle s'en souvient. Grâce à ça, l'équipe récupère les artefacts non sans mal et ils s'en servent pour faire un tapis volant et se barrer. En chemin, ils font une escale pour récupérer Toru, qui bosse comme larbin dans une carrière. Puis, ils font pareil pour El Toro et la vipère. Évidemment, les démons ne les laissent pas faire, mais à chaque fois, le Jackie Club gagne grâce au talisman. Finalement, le petit groupe arrive à l'endroit où se trouve le livre. Mais les 4 derniers monstres qu'ils n'ont pas encore battus les rejoignent. Et un énorme combat éclate. Sauf qu'il n'y a pas match. Nos héros ne peuvent clairement pas rivaliser contre autant de démons en même temps. Heureusement, Jade parvient quand même à se faufiler jusque dans la salle où se trouve le bouquin. Elle a tout juste le temps d'écrire le premier truc qui lui passe par la tête. Jackie devient géant. Ouais, c'est un peu con, mais au moins ça lui permet de faire diversion pour marquer autre chose. Elle met alors que Toru devient un super-héros. Et Vipère, une sorte de robot. Ah, sérieux, tu veux pas rester concentré? Bon, elle finit par se ressaisir et met que le vieux devient un mage capable de bannir les démons. Les modifications qui avaient été faites dans le livre sont enfin retirées et tout revient à la normale. Encore une fois, le monde est sauvé. Ce qui laisse, là encore, un peu de temps à nos héros pour vivre quelques petites aventures, dont une amoureuse. Parce qu'entre les combats, on voit s'installer un début de romance entre Jackie et Vipère. Encore plus étonnant, il y a même l'air d'y avoir un petit truc entre le vieil oncle et la mère de Toru. Bon, ça va jamais totalement se concrétiser, mais quand même. Et évidemment, il y a aussi de nouveaux adversaires, notamment un puissant sorcier, Daolong Wong. Il utilise des pouvoirs liés au Ki maléfique, une source de puissance qui s'oppose au bon Ki, et que possède le vieil oncle par exemple. D'ailleurs, ces deux personnages sont très liés, puisque par le passé, Daolong a tué Fong, le maître du vieux Chan qui lui avait appris la magie. Alors comment vous dire que quand ils se recroisent, ça fait des étincelles. Mais c'est évidemment l'oncle de Jackie qui gagne, bien que Daolong promet de revenir pour se venger. Et ça ne tarde pas, car peu de temps plus tard, il s'introduit dans le secteur 13 grâce à ses pouvoirs, et il y vole les talismans. Heureusement, Jade le voit, et la seule chose qu'elle peut faire pour empêcher qu'il ne reparte avec, c'est détruire les artefacts. Finalement, Daolong prend la fuite. Et maintenant, une question se pose. Il se passe quoi quand les talismans sont brisés? Le vieux explique que la magie qu'ils contenaient n'a pas disparu. Elle va simplement s'éveiller chez un représentant de chaque signe du zodiaque. Ce qui veut dire que des animaux vont recevoir des pouvoirs incroyables. Et là, vous vous dites sûrement, ouais, ok, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un dragon récemment, du coup, la puissance de ce talisman, elle s'en va où? Et j'ai pas de réponse. Enfin, pas tout de suite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Daolong compte bien retrouver les 11 autres. Il a d'ailleurs recruté des gens pour ça, les anciens sbires de Valmont. Il leur offre même de nouvelles capacités. Et si jamais vous vous demandez ce que devient le chef de la main noire, disons qu'il commence doucement à toucher le fond. À chaque fois qu'on le revoit, on comprend qu'il n'a plus un rond et qu'il vit un peu comme il peut dans un appart délabré. Bref, je vais passer un peu rapidement sur la nouvelle quête des Chan, à savoir trouver les animaux qui ont les talismans, parce qu'à chaque fois, ça se résume à ils trouvent la bête, Daolong et ses hommes débarquent mais ils se font péter la gueule. Par exemple, c'est exactement comme ça que ça se passe pour le chien qui a obtenu l'artefact antique. D'ailleurs, nos héros finissent par l'adopter et l'appellent Scruffy. Ça veut dire miteux en français, la gueule du nom. Mais sinon, il y a aussi un tigre, un rat, un singe, bref, vous avez compris. Il y a quand même deux exceptions, le coq et le cochon. Déjà parce qu'ils ont étrangement l'air d'être potes, mais surtout parce que c'est Daolong qui récupère leur talisman. Ce qui nous emmène au dernier, celui du dragon. Alors, comment on fait comme il n'y a plus de représentants de cette espèce? Le sorcier a une idée. En faire renaître un. Shendu. Ouais, encore lui. Et il y arrive.
Le démon récupère donc le pouvoir du dragon, puis ceux des talismans des Chan. Et pour finir, il s'attaque aux artefacts du cochon et du coq que possède Daolon. De base, le mage pensait qu'ils allaient devenir alliés, mais ça, c'est très mal connaître Shendu. Sauf que étonnamment, c'est cette trahison qui coûte la victoire au monstre, parce que sans cet artefact, le sorcier qu'il a invoqué est beaucoup plus faible, tellement qu'il se fait battre et emprisonner. Et Daolon a tellement la rage de s'être fait doubler qu'il accepte d'apprendre au vieil oncle un sort pour recéler le démon. Je sais pas trop comment, mais le fait que Shendu ait absorbé et relâché les pouvoirs a permis au talisman de se recréer. Finalement, le démon est mis en lieu sûr et Daolon termine en prison. Mais il compte bien trouver un moyen pour en sortir. Son plan pour ça, c'est d'invoquer une entité surpuissante pour qu'elle l'aide à sortir. Et oui, c'est le même dessin que celui que s'était tatoué Jade. Par contre, vu que tu recommences à faire appel à une entité démoniaque, c'est que ça t'a pas suffi qu'une d'entre elles te la mette à l'envers une première fois. Je suis le seul et unique roi du Shadokan. Daolon se fait une nouvelle fois trahir, mais surtout, il a libéré le roi des Oni, Tarakudo. Et la première envie de ce souverain, c'est de recréer son armée pour dominer le monde. Original. Pour y arriver, il doit ramener à la vie ses 9 généraux qui ont été scellés dans des masques. C'est pour ça qu'il a emmené avec lui les 3 anciens sbires de Valmont, parce qu'il faut que les artefacts soient portés par quelqu'un. Et très vite, l'un d'eux en obtient un. Ça lui confère une force incroyable, mais également la capacité d'invoquer une armée des ombres. Sauf que vous commencez à connaître, le vieil oncle fait une potion qui permet à Jackie de retirer le masque. Du coup, les Chan finissent une nouvelle fois par gagner. Et je vais être honnête, Tarakudo c'est le seul antagoniste à ne remporter aucune victoire, pas même une petite. C'est notamment dû au fait que nos héros aient trouvé un jeu de cartes magiques qui leur indique où se trouvent les masques et comment les détruire. Avec un truc pareil, c'est dur de perdre. Puis le vieil oncle, à partir de ce moment-là, il n'en a plus rien à foutre. Il tire des rayons laser sur des Oni en utilisant des potions. Ça n'a plus aucun sens. Il y a quand même quelques moments un peu cool, comme quand le chien de Jade se retrouve sans faire exprès avec un des masques, ou la fois où c'est littéralement le cul d'un des 3 anciens employés de Valmont qui emporte un. Le démon de la planète... Neptune. Finalement, l'équipe de Jackie trouve le dernier masque sans difficulté. Les 9 sont enfin rassemblés, sauf que c'est une grave erreur. Personne pouvait vérifier qu'il n'y avait aucun danger à les réunir. Pour faire face, nos héros peuvent compter sur Viper et El Toro, ainsi que sur les pouvoirs des talismans. Mais Tarakudo parvient à les leur voler, puis il enferme le Jackie Club. Plus personne ne semble pouvoir empêcher que la planète ne sombre dans les ténèbres. C'est au moment où tout le monde perd espoir que le jeu de cartes magiques apprend au groupe qu'il y a un 10e masque, celui de Tarakudo lui-même. Et s'il arrive à lui mettre sur le visage, alors il sera scellé à jamais. Malheureusement, cet artefact se trouve dans le royaume des ténèbres, un endroit quasi inatteignable pour un humain. Non, je rigole. Toru fait le même tatouage magique que celui que Jade avait, et ça lui permet d'y aller sans problème. Il ne met d'ailleurs pas très longtemps à trouver ce qu'il était venu chercher. Puis le Jackie Club arrive à s'enfuir de sa prison sans trop de mal. Il ne reste plus que le vieil oncle fasse un sortilège avec le masque, et ce sera définitivement gagné. Sauf que pour ça, il lui faut un cheveu de samouraï japonais. Et ça, ça n'existe plus vraiment. Alors Jade se dit que comme Toru vient de là-bas, il a peut-être des ancêtres qui en étaient. Sur un malentendu, ça peut passer. Et c'est le cas, le sort marche. C'est une nouvelle victoire pour le Jackie Club. Et cette fois, il ne leur reste qu'une dernière aventure à vivre tous ensemble, face à un ennemi ultime. Tout commence quand une version de Jade du futur débarque. Puis elle raconte un peu sa vie, notamment le fait qu'elle est devenue chef de la section 13. Black, lui, gère désormais la 14e. La Jade du présent a évidemment les yeux qui brillent en entendant ça. Mais on comprend que si sa version adulte est là, ce n'est pas seulement pour nous dire comment sera le futur. Si elle est venue, c'est parce que Drago, le fils de Shendu, est apparu à son époque. Puis il a utilisé un sortilège de son père pour libérer une armée de dragons pour prendre le contrôle de la section 13. Alors Jade s'est servi d'une magie du vieil oncle pour revenir dans le passé et essayer d'empêcher que tout ça n'arrive. Mais Drago l'a suivi. Après, dans les faits, là on se dit qu'il faut juste vaincre le fils du démon et tout rentrera à la normale. Alors oui, sauf qu'il faut le faire vite et avec une contrainte. Car dans le futur, Jackie et le vieux ont été capturés et offerts à la statue de Shendu. Et si les Chan du présent ne parviennent pas à détruire rapidement un artefact, à savoir des dents de dragon, alors le démon sorcier se réincarnera et les tuera. Ouais, c'est compliqué. Mais en gros, Jade a remonté le temps pour améliorer le destin du monde. Là où Drago, lui, a fait la même chose mais pour asseoir sa domination et faire
revenir son père. Et même s'il est un peu complexe, sincèrement, ce passage est vraiment cool. Après, comme d'hab, c'est les gentils qui gagnent car les dents de dragon sont détruites grâce aux deux jades qui ensemble sont extrêmement malignes. Puis le fils du démon sorcier est finalement battu et jeté en prison. C'est donc l'heure des adieux entre la visiteuse du futur et les Chan du présent. Ce que je suis devenue, je le dois à une personne. Hein? Toi. Cette petite aventure, elle a permis d'introduire le dernier ennemi que nos héros vont affronter, Drago. Parce que, ouais, il finit par s'évader de prison, on n'est pas surpris. Il va même lui aussi recruter les 3 anciens sbires de Valmont, qui se sont rangés en trouvant un petit job dans une ferme. Ils prennent même le temps de s'occuper un peu de leur neveu. Mais le fils de Shendu ne leur laisse pas vraiment le choix et les oblige à rejoindre ses rangs. Il leur offre aussi un peu de son pouvoir, les transformant en demi-dragons. Bon, et du coup, c'est quoi son plan à Drago? Il souhaite retrouver les objets originaux qu'avaient utilisés les 8 guerriers légendaires pour enfermer les démons sorciers il y a 900 ans. Parce que ces artefacts sont encore imprégnés du ki maléfique laissé par ces monstres lors de leur défaite. Et comme à chaque fois, on va voir les Chan voyager aux 4 coins du monde pour empêcher Drago de mettre la main sur ces objets. Sauf qu'il y a quand même un petit détail que je trouve cool, c'est que dans les épisodes, on peut voir de manière random des talismans du dragon. Et c'est pas une erreur, mais un jeu concours qui avait été lancé à l'époque de la diffusion de la série. Du coup, ça fait une petite quête secondaire pour les spectateurs et c'est une idée que je trouve plutôt cool. Même si bon, il y en a clairement des mieux cachés que d'autres. Mais sinon, je dois avouer que l'intrigue principale est très classique et il n'y a pas vraiment de moment de suspense. Les Chan gagnent toujours très facilement. Finalement, je crois que j'ai été presque plus intéressé par les semblants de relations qu'on voit entre les personnages. Genre la fois où un petit Allemand crush sur Jade et lui demande son numéro. Ce qu'elle accepte d'ailleurs. Ou quand Toru obtient un date avec une femme. Je trouve que c'est trop bien de voir tout le monde évoluer et qu'on évoque leur vie en dehors des missions. Sinon, Jackie fait lui aussi des rencontres, même si c'est pas amoureuse. Notamment avec une québécoise. Maudit tabernacle! Tabarnak de tabarnak! Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre prénom des dedans. Heureusement qu'il imite pas l'accent de tous les pays où il va. Mais bref, il est temps de passer à la conclusion de notre histoire. La phase finale débute lorsque Drago parvient à capturer le vieux, Black et Jackie. Ce qu'il veut, c'est les échanger contre les objets des 8 guerriers légendaires. Jade et Toru savent que c'est dangereux, mais ils n'ont pas vraiment le choix, alors ils acceptent. Le fils de Shendu les absorbe et peut libérer toute sa puissance. Enfin, tous les pouvoirs démoniaques sont à moi. Il est surpuissant. Et la seule bonne nouvelle, c'est que Jackie et l'oncle parviennent à profiter du chaos pour se libérer. Mais même eux, ils ne peuvent rien contre cette créature. Le gouvernement tente bien de déployer son armée, mais ce n'est clairement pas suffisant. Même les pouvoirs de talisman ont l'air inefficaces. La ville est petit à petit détruite, devant les yeux des Chan impuissants. Désormais, l'avenir m'appartient. Je ne crois pas, fiston. Attendez, pourquoi il y a Shendu? La réponse est simple, le vieil oncle l'a libéré. Et c'est pas bête, parce que le démon sorcier a compris que son fils veut régner sur le monde, et ça, sans lui. Du coup, le paternel l'a un peu mauvaise de s'être fait trahir par son rejeton, et il est prêt à le punir. Pour permettre à Shendu d'avoir une chance contre son fils, qui est boosté aux hormones, le Jackie Club lui donne leur talisman, ce qui permet aux 2 créatures gigantesques de se battre à forces égales. Mais surtout, ça laisse le temps à Toru et aux vieux de créer un sortilège assez puissant pour envoyer ces 2 monstres dans une autre dimension. Je t'ai dit que tu me paierais cher, cette trahison. Oui, père. Vieux serpent. La victoire est totale. Drago et son père vont se battre éternellement dans une autre dimension, laissant nos héros profiter un petit peu de leur vie. Jackie se fait encore draguer par Viper, Toru devient officiellement sorcier, et Jade est recruté par le secteur 13. Ouais, visiblement, ils ont le droit de faire bosser des gosses. Bref, ils sont tous heureux, et le monde n'a pour l'instant plus à craindre les démons. Voilà comment se termine cette série. Et pour conclure, je vous en ai pas parlé jusque-là, mais à chaque fin d'épisode, Jackie Chan, le vrai, hein, pas celui du cartoon, prend un petit moment pour donner des infos sur sa vie, ses points de vue, etc. Donc, je lui laisse la parole pour conclure cette vidéo.